L'iPhone 16 est attendu pour la rentrée et on connaît déjà tout du futur smartphone d'Apple. Le design est déjà figé avec des écrans plus grands, sans oublier des puces plus puissantes, gavées en mémoire, aptes à faire tourner Apple Intelligence. Mais le constructeur a annoncé le retard du lancement en Europe de son modèle d'intelligence artificielle générative en raison du DMA. Cette décision est-elle justifiée? Apple peut-elle vraiment se permettre de faire l'impasse sur l'IA pour espérer vendre ses nouveaux iPhones? Quelle surprise nous réserve Tim Cook pour septembre? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Un salut particulier comme chaque semaine aux membres du club ORLM. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. Un abonnement payant qui nous permet de nous soutenir et en contrepartie, l'émission est accessible en avance. Par exemple, cette semaine, 5 jours à l'avance. Vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat et échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom en Discord et venir ici au Village Baïséa à Paris, assister à des enregistrements, aux coulisses, etc. Bref, passer un bon moment et convivial ensemble. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Avec à mes côtés cette semaine, pour nous pas dévoiler les atours de l'iPhone 16, tonton Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Je sais que les petits descriptifs sont l'apanage de notre ami Christophe Degrave en duplex, celui qui a à l'origine du concept de Star System, l'éblouissant Christophe Degrave, voilà, d'Underside. Bonjour Christophe. Je t'interdirais dorénavant de changer mon script. Je ne change pas tes scripts. Bon. Ça doit être une intelligence artificielle. Bon, et on embrasse on embrasse Didier qui est chez le pédiatre et on le sait, et voilà. Et il n'a pas grandi, il est resté petit. Et puis on embrasse Laurent qui est de l'autre, qui est outre-Manche cette semaine. Donc voilà, il profite bien de la capitale du côté de Londres. Allez, le sondage de la semaine, on vous a proposé une petite question cette semaine. Que souhaitez-vous qu'Apple améliore sur le prochain iPhone 16 ? On vous avait proposé un bouton capture, vous étiez 8,2% à répondre oui, favorablement. L'IA intégrée et un super Siri, alors là c'est un raz-de-marée, 70,5% en faveur d'une IA intégrée et un super Siri. Un écran plus grand, 12,6%, et enfin un écran pliable, surprise, seulement 8,7%. Regardez cette réaction sur Twitter d'un fidèle dont refait le Mac à la fois, à savoir Rémi Wereng, alias Dark Linus. Tweet, l'IA et la Super Siri ne devraient pas être sur les iPhone 16 et 16 Pro du fait de la DMA, ou même du DMA, puisque c'est un acte. Donc, avantage au téléphone de Stéphane Zibi, sans se battre, Cupertino va perdre un gros marché. Effectivement, on va beaucoup en parler dans la première partie de l'émission. Autre réaction de Gros Zone, un Siri en français qui ne fait pas la honte serait déjà un bon début. En effet, il n'a pas beaucoup évolué. On en parlait la semaine dernière avec Bertrand Serlet, le papa de macOS. Allez voir cette étonnante émission qu'on a mis en ligne la semaine dernière pour découvrir tous les secrets comment Apple développe et met à jour chaque année un nouveau système d'exploitation. C'était passionnant. Allez, on revient effectivement sur l'info de la semaine, à savoir que le prochain iPhone, comme les anciens, serait privé d'IA en Europe. Apple a jeté un pavé dans la mer la semaine dernière en annonçant qu'Apple Intelligence, son système d'IA générative et certaines fonctionnalités d'iOS 18, d'iPadOS 18 et macOS Sequoia ne seraient pas disponibles en Europe cette année en raison du DMA. Je cite officiellement la réaction d'Apple, qui est arrivée un peu tard. Elle est d'abord arrivée via le New York Times, et puis bon bref, c'était un peu alambiqué. Je le cite, en raison des incertitudes réglementaires enregistrées par le DMA, le Digital Markets Act, nous ne pensons pas être en mesure de déployer 3 fonctionnalités, à savoir iPhone Mirroring, les améliorations de SharePlay, Screen Sharing et, rien que ça, Apple Intelligence, pour nos utilisateurs de l'Union européenne cette année. Ni plus, ni moins, c'est plus un pavé, c'est carrément un tsunami. Que pensez-vous de ces annonces, les amis? Apple prendrait-il vraiment un risque en sortant ces nouvelles fonctionnalités en Europe, mon cher Stéphane? Alors, oui, bien sûr, c'est pas, je ne pense pas que ce soit de gaieté de cœur que Apple nous restreigne, nous, Européens, là-dessus. C'est pas seulement... Voilà, c'est quand même
une conséquence du DMA. Ça montre une chose. Qu'est-ce qu'est la philosophie du DMA, pour revenir en avant? C'est que tout ce qui est un peu illégal dans la vie réelle doit être aussi illégal dans la vie virtuelle. Digital. C'est le point de départ de ce qui a fait le DSA et le DMA, qui était donc le point de départ, en tout cas, ce qui a fait que l'Europe a pu pondre ses régulations. On rappelle que l'Europe est peut-être pas très forte en innovation, mais on est très forte en régulation. La rime, c'est déjà ça. C'est vrai, mais ce qui est plutôt important et qui est intéressant, là pour le coup, c'est que grâce à l'Europe, quand même, on a pu prendre conscience de l'importance de nos données avec le RGPD, et que tout le monde... Donc là, pour le coup, pour revenir à notre cas qui nous intéresse, en l'occurrence pour le DMA, il me semble que c'est plutôt une accumulation de fautes qu'Apple a pu faire depuis longtemps, en particulier vis-à-vis des développeurs. Parce que c'est vis-à-vis des développeurs que ça va poser problème. Donc toi, tu penses qu'Apple est dans l'œil du cyclone depuis un moment, y compris depuis l'ouverture d'App Store alternatif, bien qu'ils aient fait un effort, du moins en apparence, ça ne suffit pas apparemment, on va en parler dans un instant, du côté de la Commission européenne. Et donc, c'est un ensemble de choses qui s'accumulent et qui arrivent à cette situation-là. Mais de manière générale, pour revenir au DMA stricto sensu, le Digital Market Act exige que les entreprises divulguent totalement comment elles collectent les données. Les data. Donc, de par l'intégration de solutions d'intelligence artificielle, de chat GPT éventuels, on peut comprendre que ça va être compliqué pour Apple d'être totalement transparent là, sur ces points-là, puisque c'est une black box, l'App Store. Voilà, et au-delà, il faudrait, je ne sais pas Christophe si tu veux réagir, qu'Apple offre le choix à ses utilisateurs en disant vous ne voulez pas d'un peu d'intelligence, on vous propose ChatGPT ou Gemini ou Meta, c'est, rappelez-moi Llama 3. Llama 3, ou j'en passe, ou pourquoi pas Mistral, Christophe. Oui, il y a plusieurs choses qui jouent autour des décisions européennes et des décisions aussi de Apple, à savoir que effectivement, tu ne dois pas te retrouver dans une position monopolistique et effectivement proposer les différents services éventuellement. Mais ce que fait Apple partiellement quand il passe la main à ChatGPT, n'oublions pas. Et puis l'autre chose aussi, c'est que quelque part, Apple craint tout simplement pour que l'Union européenne mette en péril la vie privée des utilisateurs et la sécurité des données. Pourquoi ? Parce que quand tu exposes toutes les mécaniques, tous les mécanismes de ton intelligence artificielle, de comment tu récoltes, de comment tu vas transférer, etc., quelque part aussi, tu divulgues à des potentiels pirates demain, ou en tout cas à des entreprises qui veulent peut-être du mal à tes données, tu divulgues tout ça. Et c'est pas spécialement toujours bon de jouer carte sur table pour la protection de la vie privée des utilisateurs, tout simplement. Je cite Apple, nous craignons que les exigences d'interopérabilité du DMA ne nous obligent à compromettre l'intégrité de nos produits d'une manière qui mette en péril la vie privée des utilisateurs et la sécurité des données. C'est l'argument d'Apple. Donc alors l'argument là où Android, par exemple, Google et Android vont être moins regardants en fait, tout simplement. Et donc vont s'incliner face à ce que la Commission européenne désire. En fait, là, parce que moi, j'ai fait pour une de mes chroniques à la radio, j'ai fait Tu as travaillé. J'ai travaillé un peu. Voilà. Disons-le, allez. Ça m'arrive de temps en temps. Je ne fais pas que dormir dans le Mac. Envoyer tes mails Ouais, envoyer mes mails, téléphoner, etc. J'ai fait 3 coups de fil depuis que l'émission commence. Allez, bref, alors. En effet, ce que je dis, la Commission européenne, au départ, a déclaré que l'App Store d'Apple empêchait les développeurs de communiquer directement avec leurs utilisateurs et de leur proposer des offres, ce qu'on appelle sur la pratique connue d'anti-steering. C'est ça, en fait, le point de départ. Et en fait, donc, ils ont fait un communiqué en substance, et Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur, lui, il a été plus sévère. Il dit, dans un tweet, « Depuis trop longtemps, Apple évince les entreprises innovantes, privant les consommateurs de nouvelles opportunités et de choix. » Je répète, pour moi, ils utilisent ce moment-là pour, je pense, sanctionner Apple d'une façon large. Est-ce que c'est bien ? Probablement non. Probablement non. Parce que je pense qu'on a tous envie d'avoir sur nos téléphones l'IA. Et je pense que si on proposait à tous les Européens détenteurs d'iPhone pouvant avoir l'Apple Intelligence, est-ce qu'on venait d'accord ? Si on donnerait notre accord, il n'y aurait pas de problème. Donc il y aurait un moyen de contourner. Et Apple pourrait le contourner si on donne notre accord
formel. Stéphane, là, toi, tu présentes ça comme si c'était l'Union européenne qui disait non à Apple. Mais c'est l'inverse également. Hein. C'est Apple qui dit c'est pas grave, en fait. Pour l'instant, ils ont reçu une admonestation, Christophe. Ils ont reçu une admonestation. Oui, ok, mais donc Apple, en fait, la réaction Apple n'aurait pas réagi si l'Union européenne n'avait pas déclaré ou n'avait pas émis des réserves, et depuis comme c'est fort longtemps, sur l'App Store. Et il se trouve que les développeurs se sont plaints de ne pas avoir accès aux données, ce qui est la réalité. Stéphane, sérieusement, dis-moi en quoi SharePlay, en quoi c'est Apple qui a habillé son communiqué. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout du truc. Faut arrêter de défendre Apple. Dis-moi en quoi SharePlay, en quoi le mirroring de Apple. En quoi le mirroring de Apple et en quoi Apple Intelligence a à voir avec l'App Store. C'est Apple qui a fait ce communiqué, c'est pas l'UE. En tout cas, l'UE c'est que l'App Store. Encore une fois, l'Union européenne a naturellement réagi par la voix de Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence, qui accuse Apple de comportement anticoncurrentiel. Elle qualifie la décision d'Apple de très intéressante et surtout de surprenante de bloquer le lancement des nouvelles fonctionnalités dont Apple Intelligence dans l'Union européenne. Il faut dire que 3 jours après l'annonce d'Apple, ça c'est pour revenir sur le point de Stéphane, la Commission européenne annonce condamner également Apple pour non-respect, ou plutôt de s'être faussement adapté au DMA. Et vraiment, ce qui est cible aujourd'hui Apple, ce n'est pas tellement l'intelligence artificielle, c'est l'App Store de la pomme. Et donc la pomme a jusqu'à mars 2025 pour entrer en conformité. En clair, toutes les émissions qu'on a fait, Christophe, et toutes les remarques qu'on a pointées du doigt sur les aménagements qu'a prévu Apple pour l'Europe ne suffiraient pas à Apple. Et d'ailleurs, souviens-toi, on en avait discuté, qu'ils allaient se faire retoquer. Et ils risquent une énorme amende. 10% du chiffre d'affaires mondial. Hein, ça fait 40 milliards d'euros. Hein. Donc on comprend pourquoi Apple est prudent, du coup. Oui, tout à fait, mais on parle de deux choses complètement différentes. Hein. On parle du fait que l'Union européenne est en train de punir Apple sur certains points, et on parle aussi du fait que Apple communique par rapport à la vie privée de ses utilisateurs, et le fait que l'Europe ne permet pas de suffisamment protéger la vie privée de ses utilisateurs dans certaines fonctionnalités, comme par exemple Apple Intelligence. Je peux juste dire un truc, c'est que Meta et Alphabet ont aussi des plaintes aux fesses de la part de l'Union européenne. Donc en gros, il n'y a pas qu'Apple qui est visé, c'est normal. Alors tu me disais, préparant cette émission, que d'autres acteurs de l'IA avaient été aussi contraints de retarder le lancement de leur bien évidemment. Google avec Gemini, il y a eu au départ, même Bard a dû être Bard qui était venu de Gemini et maintenant de Google a été contraint d'avoir a eu les mêmes remarques, et même ChatGPT, Facebook, et Instagram ont eu aussi maille à partir avec l'Union européenne. Donc pour moi, en fait, ils ne cherchent pas à faire place nette et à dire voilà, ça sera comme ça, etc. Ils cherchent aussi à faire en sorte que ces boîtes-là ne soient pas des boîtes noires. L'App Store, c'est vrai que c'est depuis quelques années. Il y en a certains qui ont fait des procès, ils n'ont peut-être pas gagné, mais c'est pas contre Apple ou c'est pas pour les utilisateurs. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une négociation et que ce soit un peu équilibré. Moi, en toute conscience, l'App Store, on sait, pour moi, ce qu'a sorti Apple comme communiqué, je vais vous dire le fin mot de ma pensée. L'UE a dit l'App Store, ça va pas, etc. Eux, il dit tiens, on va les sanctionner. D'habitude, on pouvait avoir un décalage d'iPhone vendu 3 semaines plus tard. Ben là, ils décalent l'IA pour donc, en gros, tu nous expliques qu'Apple, pour contrebalancer et éventuellement les menaces de l'Union européenne, punit les utilisateurs européens. Je pense. En retardant Apple Intelligence. Pour moi, parce que je vois pas le rapport avec la choucroute. En fait, le truc, c'est que quand il y a SharePlay et Mirroring, je sais c'est quoi cette histoire. J'ai revu la keynote. Je dis c'est quoi le rapport, c'est quoi le Mirroring, c'est quoi SharePlay. Mais c'est Apple qui l'affirme, donc ils disent ce qu'ils veulent. Et en fait, il n'y a qu'une seule chose dans le truc de l'UE, c'est l'App Store. Rien d'autre. Alors comment ça a rien, enfin vraiment les gars, ça a rien à voir. On parle justement, de deux choses différentes. Non mais ça n'a rien à voir, mais il y a une connexion quand même, Christophe. Sinon il n'y aurait pas. Non, il y a strictement aucune connexion à part Stéphane Zibi.
Il n'y a vraiment strictement aucune connexion entre les deux sujets. Il y a le sujet, non, c'est sans blague Stéphane, il y a effectivement l'Union européenne qui punit Apple d'un côté pour des choses que effectivement l'Union européenne demande, et puis il dit Apple n'a pas été jusqu'au bout des choses. Et puis il y a Apple de l'autre côté qui dit par rapport aux règles qu'on nous impose en Union européenne, on ne peut pas maintenir la sécurité des données de nos clients, et donc on ne le fait pas. Enfin, on ne le fait pas de suite et on va négocier avec l'Union européenne. Mais ça n'a rien à voir, ce sont deux sujets différents. Alors, c'est deux sujets différents, c'est une manière de Donc la mauvaise foi vient bien d'Apple. C'est une manière de botter en touche, mais est-ce que c'est pas quelque part, pour être pour aller un peu plus loin, Christophe, une manière de faire un coup de com' de la part d'Apple, de dire, regardez, de prendre un témoin, ces millions d'utilisateurs en Europe qui vont donc monter au premier rang pour essayer de dire mais laissez-nous utiliser Apple Intelligence en Europe. Est-ce que c'est pas un coup de com' finalement? Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il n'y a pas forcément de connexion. Même s'il y a une connexion possible, au-delà de ce que dit Apple sur la confidentialité des données, on sait que ce qu'exigerait à terme à l'Union européenne demain, si Apple intégrait des fonctions d'intelligence artificielle générative, c'est qu'elle laisse le choix à ses utilisateurs. C'est-à-dire que si Apple veut lancer Apple Intelligence, ils sont obligés de proposer les systèmes concurrents. Et ça va être compliqué quand tu vas intégrer l'IA à la puce et va tourner en local. Mais ça, c'est une vision. Je ne dis pas que la vision d'Apple est mauvaise. Je dis que simplement, elle n'est pas compatible avec la réglementation européenne. À un moment donné, qui a raison? Le régulateur ou l'industriel? Et c'est le régulateur qui a le fin mot à chaque fois. Hein. Ce n'est pas l'industriel. Voilà. Et il faut bien trouver à un moment donné un chemin à tout cela. Donc, en fait, la vraie difficulté pour Apple, c'est qu'à un moment donné, il va être obligé d'ouvrir l'IA et proposer d'autres solutions et dire demain vous voulez installer Mistral, vous installez Mistral. L'App Store, oui. Mais le truc que Apple va faire, tout simplement, enfin les gars, Apple c'est quoi? Et on en était tous très contents. C'est un nouveau type, enfin une nouvelle façon de présenter l'intelligence artificielle autour de la sécurité des données parce que c'est traité localement. Parce que c'est traité localement. Et puis, une autre façon aussi de voir l'intelligence artificielle qui est contextualisée. Ce qui demande une intégration des technologies qui est très particulière. Moi, je pense que Apple pourrait dire, si vous voulez, vous pouvez en fait venir vous intégrer sur le système de Apple. Voici la définition des prérequis pour que vous soyez intégré. Et s'il vous plaît, intégrez-vous si jamais vous le désirez. Si Mistral désire faire quelque chose, je pense qu'ils n'ont pas le choix, mon cher Christophe. Je pense que c'est ça la porte de sortie. En attendant, ils gagnent du temps. Oui, bien entendu. Mais le truc, c'est qu'au final, c'est tout simplement le consommateur qui va dépérir en fait face à ce genre de prise de décision, parce que à nouveau, ça va retarder l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les devices de Apple, alors que la façon dont ils ont eu de penser l'intelligence artificielle est une bonne façon de faire, et que c'est l'ADN même de Apple de contextualiser et d'intégrer au sein du produit. Non, mais ça, on est d'accord sur ce point, Christophe. La vraie difficulté, c'est de savoir quelle est vraiment la vraie portée de la décision d'Apple, parce que coup de com' également, parce qu'on sait très bien que l'année prochaine, ou même d'ici la fin de l'année, Apple allait être en retard et que les fonctions n'allaient pas arriver de suite. En Europe, notamment en français, puisque le nouveau Siri demandait des ressources considérables en matière de traduction. Voilà, ils sont lancés dans cette course à l'IA relativement dernièrement. Donc il y a aussi il faut bien reconnaître qu'il y a aussi un coup de bluff de la part d'Apple. Hein. Ça a été même dit par la commission. Hein. Par la commission, ils l'ont déroulé d'ailleurs. Non, ils l'ont annoncé avant. Donc au moment de la keynote, ils annoncent, les gars, vous n'aurez pas l'intelligence artificielle avant 2025 pour la partie francophone pour la partie francophone. Et là, c'était pas encore par rapport à l'Union européenne. Donc ils ont dit, nous, on n'est pas capable de délivrer avant. Point. Et puis l'Union européenne est arrivée. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pas une excuse de Apple. La décision, elle vient d'Apple. La décision, elle vient d'Apple. Vient d'Apple, la décision. La décision vient d'Apple. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas l'excuse de l'Union européenne utilisée par Apple qui a dit bien avant, on ne sera pas prêt avant 2025 pour la partie francophone. Encore une fois, c'est pour ça quelle est la portée de la communication d'Apple, sachant qu'au départ, de toute façon, l'intelligence artificielle aurait du mal à débarquer en France. Bref, du coup, on se retrouve à une situation où potentiellement en septembre, on va aller avoir droit à de nouveaux iPhones. On a vu fleurir partout dans Paris et ailleurs, le métro, les bus, les abribus, j'en passais des meilleurs, des publicités pour les smartphones qui ciblent toutes les fonctions de l'IA. Comment Apple va pouvoir créer l'événement à la rentrée? On en parle dans un instant avec ce nouvel iPhone 16. Il va falloir un one more thing cette année, croyez-moi. En attendant, place au busomètre.
Le Buzzomat, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et en l'absence de notre ami Didier, cette semaine, j'aurai le plaisir donc de résumer les 5 infos ou rumeurs. La première info rumeur, parce que ça devient tellement récurrent avec lui, parce que Mark Gurman est au courant de tout. Il a sorti une infolettre ce week-end dernier qui parlait d'intelligence artificielle à nouveau et d'Apple Intelligence. Et il a annoncé l'arrivée d'Apple Intelligence Plus. Qu'est-ce que c'est Apple Intelligence Plus? Eh bien, selon Mark Gurman, Apple préparait une version payante de son IA générative, à l'image d'iCloud, d'iCloud Plus, une version qui irait un peu plus loin, comme la plupart des acteurs du marché. Voilà, donc ce serait dans les canons, dans les tuyaux, on va voir. Parce que c'est nécessaire de limiter quand même les requêtes par les mêmes utilisateurs, parce que là, il y en a certains qui en abusent un petit peu. Oui, puis ça coûte cher en matière d'infrastructure. Exactement. Voilà pour le premier point, la première info rumeur de la semaine. La deuxième info rumeur, c'est qu'Apple aurait dit après, alors ça bruissait dès la semaine dernière qu'Apple allait signer avec Meta. Eh bien non, Apple ne signerait pas avec Facebook, enfin avec Meta. Pour des raisons évidentes de confidentialité de données et de sécurité. Ça, c'est pas vraiment une surprise, messieurs. Hein. Non, ça fait longtemps qu'ils ne s'aiment pas vraiment. Hein. Christophe, c'est pas une surprise pour toi? Non, absolument pas. Ce sont deux entreprises en fait qui ont une visibilité totalement différente sur la protection de la vie privée et des données des utilisateurs. Encore une fois, on y revient en fait. On parlait de l'intelligence artificielle et ici, c'est pareil en fait pour l'ensemble des services. Malgré tout, Facebook, c'est effectivement un peu tout le contraire, tout l'anti-Apple quoi, de ce côté-là. Après, donc Meta et non à Facebook, oui aux AirPods Pro, du moins c'est ce qu'annonce Ming-Chi Kuo qui prévoit la sortie des prochains AirPods Pro en 2026. Particularité de ces AirPods Pro, ils seraient dotés de capteurs infrarouges permettant de détecter quand l'utilisateur tourne la tête, ce qui serait plutôt pratique en mode audio-spatial, notamment avec le Dolby Atmos. On sait que des fonctions de ce type arrivent aussi avec les nouvelles versions d'iOS et de macOS. C'est l'IA, mais ce n'est pas l'IA générative, donc ça devrait arriver à la rentrée en France. J'ai même vu des brevets sur les embouts d'AirPods qui pourraient peut-être servir pour mesurer certaines choses au niveau de la santé. Ouais, pour mesurer pour les activités du cerveau. Pour l'activité du cerveau. Comme thermomètre, non? Pardon. Non, ça il faut toujours que tu le mettes là dans un certain endroit. Non, il n'a pas tort, mais dans l'oreille, c'est beaucoup plus efficace que les autres thermomètres. Non, mais les AirPods pourront servir autant que la montre. Mais tu rigoles, mais pour le thermomètre, effectivement. On n'a pas de rumeur. J'allais dire une cochonnerie. Non, on va s'arrêter là. On n'a pas d'infos concernant l'Apple Watch cette semaine, mais on a une rumeur concernant le Vision Pro, enfin du moins la prochaine version. Apple serait en quête de nouveaux écrans moins chers pour une version plus abordable du Vision Pro. On sait que c'est la priorité. Apple aurait abandonné, toujours selon Mark Gurman, le développement d'une version 2 de l'actuel Vision Pro pour une version plus économique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Christophe. Une excellente nouvelle parce que c'est vraiment ce qu'il manque aujourd'hui aux produits, c'est d'être tout simplement plus accessible pour qu'on puisse multiplier le public et faire en sorte que derrière, les développeurs soient de plus en plus intéressés à développer pour l'Apple Vision Pro, donc au top. Donc Apple serait en quête d'un mini-écran, on sait que c'est l'un des composants les plus critiques sur l'Apple Vision Pro pour la qualité proposée. C'est des mini-écrans fournis par Sony, des mini-écrans 4K, mais qui coûtent une vraie fortune, voire même plus cher que le produit en lui-même qui serait vendu aujourd'hui chez Apple, donc ça promet. Et il serait en négociation avancée avec Samsung et LG pour éventuellement remplacer Sony, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle en termes de qualité. Les Sony sont exceptionnels, Christophe. Oui, effectivement, remplacer Sony, ou bien alors, tu vois, avoir tout simplement une version alternative du Vision Pro, donc un Vision tout simplement, et pas un Vision Pro, et donc faire usage de ces nouveaux composants à l'intérieur de ce Vision entrée de gamme, entre guillemets. C'est une bonne nouvelle pour Christophe, parce que peut-être que le Vision Pro va devenir collector comme le premier iPhone, il sera vendu 30 000. Mais déjà, il vaut 4 000, donc c'est pas mal. Non, mais il sera vendu 30 000 en collector, c'est bien. Et autre piste pour permettre de baisser le prix, toujours selon le leaker, c'est qu'Apple réfléchirait un petit peu à décharger en puissance le Vision Pro pour aller la chercher du côté de l'iPhone, en utilisant donc la puce de l'iPhone. Donc ça voudrait dire que potentiellement l'Apple Vision Pro, c'est une des pistes. Enfin, l'Apple Vision, c'est comme ça que tu l'appelles, Christophe, serait peut-être serait plus un ordinateur spatial, en clair. Il serait plus dépendant d'un device tiers comme l'iPhone pour l'alimenter en puissance. Wait and see, on a, j'espère, une réponse assez rapidement. Autre info ou rumeur, mais ça, c'est
plus une info qu'une rumeur, encore une fois, parce qu'on s'y attendait, c'est qu'il n'y aurait pas d'intelligence artificielle embarquée sur les HomePod. On sait que les HomePod mini et les HomePod tout court qui ont été mis à jour l'année dernière manquent un petit peu de puissance. Pour ça, et de RAM notamment, Christophe. Oui, effectivement, manque de puissance, manque de RAM, parce que pour faire tourner tous les modèles génératifs, il faut absolument de la mémoire. Il faut et 8 rien n'était gigas prévu jusqu'à présent. Il faut 8 gigas. Oui, exactement. Oui. Même avec la façon de contextualiser, de compresser les données que Apple propose, malgré tout, effectivement, on le voit bien, pour les iPhones, il faut l'iPhone 15 Pro au minimum pour pouvoir accéder à Apple Intelligence. Et là, pour l'instant, du côté des HomePod, on n'a rien qui se rapproche de la puissance de l'iPhone 15 Pro. Ça ne saurait tarder, à mon avis, mais à voir ce qu'ils vont mettre en place, parce que ça va être super intéressant de pouvoir utiliser évidemment les HomePod pour ce genre d'usage. Oui, c'est un élément clé de l'écosystème s'ils veulent développer le nouveau Siri. Donc 8 gigas contre 1 giga aujourd'hui, donc on voit qu'il faut beaucoup plus de mémoire. Il faut donc des puces. L'enjeu de mettre des puces plus puissantes, ça risque de faire augmenter le prix. On sait que le meilleur argument de vente du HomePod, notamment le mini, c'était son prix. Voilà, il faut qu'il reste contenu. Wait and see, effectivement. Voilà pour le busomètre de la semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau busomètre, bien sûr, avec le site Mac Forever. On enchaîne avec une question Twitter. Regardez, Déco, pour moi, ce serait pour le futur, l'iPhone 16. Pour lui, il vote pour un écran pliable. Ce serait un grand tournant, sans jeu de mots, pour Apple. Et cela ajouterait une vraie innovation au prochain iPhone. Donc, on va s'intéresser au portrait robot du prochain iPhone. Et on commence par le design. On va parler d'écran, pas d'écran pliable a priori à l'horizon. On l'a vu que dans l'autre sondage, étonnamment, ce n'est pas forcément une tendance forte. On en parlera ensemble, Stéphane, tout à l'heure dans les One More Thing, dans ce qu'on peut attendre en termes de surprise l'année prochaine. En tout cas, l'évolution la plus visible est le changement de taille des écrans. Ça semble confirmé par l'ensemble des leakers. Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce point-là. Apple, vraiment, proposerait plusieurs tailles d'écran et non pas simplement 2, 4 carrément. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, pardon, vas-y, Christophe. Mais effectivement, une évolution de la taille de l'écran semble être, et du coup du smartphone semble être des plus logiques. On en parlera après, mais peut-être avec un peu plus de raffinement, de finesse au niveau de la bordure d'écran. Et donc effectivement, on arriverait à du 6,1 pour l'iPhone 16, 6,3 pouces pour le 16 Pro, 6,7 pouces pour le 16 Plus, et qui dit mieux, 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max. Donc effectivement, plus on va, plus on avance, plus les années vont et plus on a des smartphones qui ressemblent à des tablettes, effectivement, mais qui sont de plus en plus confortables en même temps. Alors justement, il y a une réaction sur Twitter, regarde, de Mano qui nous dit « Apple pense encore augmenter sa taille des téléphones, sur le modèle Pro en tout cas, ce qui commence à rendre la prise en main franchement délicate. » Est-ce que justement la solution aux grands écrans, Stéphane, résiderait dans le pliable ? Dans le monde Android que tu connais bien, il y a des écrans plus grands que chez Apple. Ça se passe plutôt bien, tu les utilises au quotidien. Ouais. Le pliable, c'est vrai que change la donne. Ça, c'est sûr que c'est un outil de travail énorme. Mais après, voilà, c'est comme... moi, je le répète toujours, c'est génial. On peut super bien travailler, même s'il y a le plus gros défaut, et je le répète encore, ils n'ont pas iOS, mais pour moi... Ils ont l'IA. Ils ont l'IA, ça, on peut le dire. C'est qu'ils n'ont pas de problème avec le DMA. Donc, pour le moment. Pour le moment, mais bon, c'est Google, pour l'instant ça va. Mais ils sont moins poussés, c'est moins poussé ce qu'ils proposent. Et pour revenir aux écrans ? Pour revenir aux écrans, non, moi je trouve que c'est... bizarrement, si on me sort un iPhone pliable, je suis sûr qu'ils feront quelque chose de bien mieux que ce qu'en réalisation, mais en taille, qu'est-ce que tu veux, on s'habitue, regarde. Ouais, on s'habitue, voilà. Et pour toi, l'augmentation de la taille, ça va dans le sens de l'histoire, on est d'accord. Et puis, elle est plutôt vertueuse, parce que le fait de différencier le 16 du 16 Pro, le Pro Max du 16 Plus, c'est plutôt pas mal aussi, parce qu'on a du mal à les reconnaître. Ils doivent avoir une idée derrière la tête, quand même, pour pouvoir faire cette différenciation entre le Pro et le Pro Max. Mais en tout cas, il y aura aussi de nouvelles couleurs. Oui. Ça, c'est sûr, comme on a pu voir sur les maquettes. Donc, on saura les dernières informations que l'on a pu s'apercevoir viennent de Michinko. Ils sont le noir, le blanc, de l'argent et du gris, donc du titane naturel. Un peu comme cette année. Voilà, un peu comme cette année, voilà, et du rose pour les iPhone Pro et Pro Max. Donc, du noir, du vert, du rose, du bleu et du blanc. Pardon, pour le plus. Pardon. Alors revenons, Christophe, à ce que tu disais sur les bordures d'écran. Elles devraient pas mal s'affiner cette année également ?
Exactement, on devrait normalement effectivement voir ces bordures, hein, vous savez, qui se trouvent autour tout autour de l'écran du smartphone. On devrait les voir diminuer, et donc ce qui viendrait réduire l'encombrement en main du téléphone, même si quelque part l'écran va grandir. Et elle serait sur un 16 Pro de 1,2 mm contre 1,71 mm sur le 15 Pro, ce qui est quand même une réduction énorme de 30%. Je ne pense pas qu'on ait vraiment déjà connu ça, sauf au moment où on est passé à l'iPhone 10, vous vous souvenez, qui était un peu l'iPhone du futur. Mais là, il y a quand même une grosse progression en fait, au niveau de la taille, de la finesse de la taille des bordures. Donc franchement, bravo à Apple si c'est le cas. Ouais. Et au niveau de l'iPhone 16 Pro, pardon, 16 Pro Max, ce serait 1,15 mm contre 1,55 mm sur le 15 Pro Max, soit plus ou moins la même chose, 26% de réduction. Alors, au niveau de l'affichage, puisqu'on est sur les écrans, les modèles Pro seraient toujours les seuls modèles de téléphone d'Apple à utiliser le fameux ProMotion. Vous savez, le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, qui est beaucoup plus répandu dans le monde Android. Les iPhone 16 et 16 Plus resteraient cantonnés, eux, aux 60 Hz. On parle, Stéphane, aussi beaucoup d'une nouvelle génération d'écrans OLED plus lumineux. Il y avait cette semaine pas mal de rumeurs qui confirmer une autre rumeur qu'il a depuis plusieurs mois de The Elec. The Elec, c'est d'après The Elec, en effet, Apple utiliserait donc un nouvel écran OLED signé Samsung, je répète, sur les iPhone 16 Pro pour offrir une dalle donc 20% plus lumineuse que sur les iPhone 15 Pro, à savoir 1200 nits en SDR. En clair, c'est la techno utilisée par Samsung sur le nouveau Galaxy. Exactement. Et c'est vrai que l'écran, les photos, on en parlera un peu plus tard, quand on regarde une photo qui vient d'être prise sur un Samsung et la même sur un iPhone, c'est vrai que tout de suite, on a sur le téléphone, c'est bien mieux mis en valeur et c'est bien plus joli. Et c'est vrai qu'elles sont... En matière de calibration, tu vois. Ah oui, je trouve ça. Mais après, voilà, si y a le meilleur des mondes sur l'iPhone avec cet écran-là... Ouais. Alors, on parle aussi, Christophe, pour l'affichage, pour rester sur le design, un élément important qui devrait apparaître, c'est l'arrivée. Ici, regardez, il n'est pas encore arrivé sur ce modèle c'est 15 Pro Max, d'un nouveau bouton, un bouton capture. Effectivement. Alors, qu'est-ce que sous-entend ce nom ? Alors le bouton capture serait le bouton qui permettrait de faire des actions autour de tout ce qui est photo et vidéo. Donc ce serait assez chouette et effectivement comme tu le montres, ça tombe bien sous la main, ça tombe bien sous le doigt. Donc pourquoi pas, avec la possibilité pour le smartphone de détecter si tu appuies plus ou moins fort pour pouvoir éventuellement faire des actions différentes, diverses et variées. Progressive, on appuie doucement, ça met au point, on appuie fort, ça fait comme dans un appareil photo. Tout à fait. Ça déclenche. Tout à fait. Et j'imagine que j'imagine que ce sera après programmable, non ? J'imagine par les développeurs. Il y a des chances effectivement que ce soit programmable et que ce soit utilisable effectivement en Swift pour les différents développeurs. Mais ce qui est quand même marrant en fait, c'est qu'on voit vraiment ce cercle en fait qui ne cesse de tourner, parce que les boutons on les a retirés, ils étaient là, on les a retirés, puis on en remet et c'est une boucle sans fin. Oui, mais c'est vrai que c'était une volonté originelle, Stéphane, de Steve Jobs, de simplifier au maximum l'usage de son smartphone en retirant quasiment même depuis l'iPod. Même depuis l'iPod. Et on voit qu'aujourd'hui, d'autres usages se développent que simplement téléphoner, qui nécessitent l'intervention d'écran extérieur. Et puis regardez, on le voit bien sur cette vidéo de coque d'iPhone 16 Pro Max, on voit bien l'emplacement, parce que les coques sont déjà là chez les fabricants les moules sont déjà là chez les fabricants de coques pour produire pour la rentrée eux aussi. Et on voit bien l'emplacement pour un bouton supplémentaire, donc un bouton capture. L'année dernière, il y avait, c'était une rumeur qui tournait en boucle, notamment chez Mark Gurman et Ming Chico. C'était l'apparition, souvenez-vous, de la disparition, justement, Stéphane et Christophe, des boutons pour de modèles totalement tactiles et capacitifs. Alors, chaque fois que c'est le cas, les leakers disent non, finalement, ça ne sera pas cette année, c'est pour l'année prochaine. Puis l'année prochaine, apparemment, l'idée est passée à la trappe. Bah oui, ça c'est sûr. Et en plus, je pense que quand ils ont fait le petit bouton qui remplace le lock, le lock screen, oui. il n'y a pas encore eu d'énormes fonctionnalités, même si toi tu l'utilises bien. Oui, c'est très pratique. Moi, j'utilise pour ouvrir et fermer ma porte d'entrée. Voilà. J'arrive, clac, j'appuie, ça s'ouvre. Super. Voilà. Un bouton programmable, c'est tout. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Allez, tu parlais de la photo, justement, mon cher Christophe. Place à présent aux avancées au registre de la photo, justement. Alors, quels sont les changements visibles au niveau du module photo ? Les capteurs, Christophe, seraient alignés à la verticale et non plus en diagonale. Pourquoi ?
Ouais, mais c'est un truc de fou parce que globalement, ça va être un vrai changement dans comment on perçoit le design d'un smartphone de chez Apple. Parce qu'habituellement, on a l'habitude de ce petit carré en fait, dans lequel il y a l'ensemble des objectifs et du flash, etc. Ici, on aurait tout, effectivement, comme tu le dis, aligné de façon verticale. Du moins sur le Et 16. pour que faire Effectivement, oui. Pour que faire Tout simplement, il y a de très fortes chances que ce soit pour faire apparaître un téléobjectif périscopique x5, parce que tout simplement, il va falloir avoir de la place d'un point de vue vertical aussi pour pouvoir utiliser ce type de téléobjectif. Donc l'iPhone 16 hériterait de téléobjectif x5 qui est apparu l'année dernière sur le 15 Pro Max. Tout à fait. Ou du moins Exact. l'iPhone 16 Pro. Pas sûr que le 16 en bénéficie. Hein. L'alignement, c'est aussi peut-être pour un produit que Christophe aime bien, qui se met sur la tête et qu'ils n'ont pas super bien en ce moment, non? Les vidéos spatiales pour le Vision Pro, les amis. Parce qu'effectivement, quand on met sur la tête le Vision Pro et qu'on va dans les vidéos 3D stéréoscopiques, d'accord, pour faire des vidéos stéréoscopiques. C'est aligné comme sur tous les Android, en fait. Bah oui. On y revient. C'est comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour autre changement concernant le 16 et le 16 Plus, Stéphane? Pour les photos en particulier, pour le reste, il n'y a pas trop de changements. Donc, les 16 et 16 Plus adopteraient les capteurs des 15 et 15 Plus. Il n'y aurait pas de changement cette année, non? Ça paraît compliqué. Je pense qu'on arrive à un niveau, là, maintenant. Le capteur principal, c'est plus de l'IA qu'il faut maintenant sur le... On a compris. Donc, un capteur principal donc, avec un grand angle de 48 millions de pixels, avec un zoom optique x2. Un ultra grand angle de 12 millions de pixels et à l'avant une caméra en selfie donc de 12 millions aussi. Voilà. Par contre, Christophe, on peut s'attendre du changement du côté des versions pro si on en croit notre ami Ming Chico. Toujours bien renseigné. Alors, oui, effectivement, on aurait un ultra grand angle de 48 mégapixels et ça va nous changer la vie par rapport aux 12 mégapixels parce que l'ultra grand angle, c'est quand même une fonctionnalité qu'on utilise pas mal sur les téléphones de Apple. Et là, on va pouvoir vraiment bénéficier d'une qualité maximum et surtout de la possibilité de faire du pixel binding et donc de réduire tout simplement la résolution que l'on va pouvoir avoir au travers de l'objectif, de la réduire de manière à avoir tout simplement une extrapolation en termes de luminosité, en termes de bruit, en termes de plein de choses qui vont améliorer l'image de façon fondamentale. Donc, en gros, si je comprends bien, là, si je me souviens bien, sur le 15 Pro que j'ai là, Pro Max, il y avait déjà un capteur de 48 millions de pixels uniquement sur le grand angle. Là, il arriverait aussi sur l'ultra grand angle, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et donc, ça permettrait aussi de gérer du ProRAW en ultra grand angle, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, ce qui n'est pas désagréable. Voilà. Et ce qu'on disait tout à l'heure, Christophe, c'est que le 16 Pro, le petit, hein, pas le Pro Max que j'ai là, bénéficierait donc de l'objectif. C'est pas un périscopique, mais c'est comment ils appellent ça, les lentilles tétraprisme. Tétraprisme, qui était réservé au Max, elle arriverait sur le 16 Pro tout court, hein, c'est ça? A priori, oui, c'est ça qui se passerait. Donc pour rappel, ce dernier avait l'avantage d'offrir aux utilisateurs d'iPhone un zoom optique x5. Ouais. Et donc, on pourrait tout simplement récupérer cette fonctionnalité sur le 16 Pro. Voilà, donc aujourd'hui, c'était un argument de vente pour le Pro Max, hein, de pouvoir zoomer jusqu'à x5. Aujourd'hui, demain, on pourra zoomer en x5 sur le Pro tout court. Autre réaction toujours encore de Rémi Voureyrang, décidément cette semaine, il réagit beaucoup. Du fait de l'intégration prochaine de LLM privatif on the box dans iOS 18, ces iPhones seront-ils équipés de M4? Que va-t-on avoir sous le capot? On en parle après ce jingle. Alors, Qid, c'est dur à dire, hein, de la puce. On a beaucoup parlé de M4 avant le début de la keynote d'Apple. Ce ne sera pas forcément un M4, hein, les amis, mais plutôt un dérivé. Et il s'appellerait tout simplement un A18, hein, dérivé pour le modèle de fabrication qui veut prendre la parole. Oui, effectivement, une puce A18 qui serait extraite quelque part du schéma de fonctionnement du M4, donc plus de puissance, une finesse de gravure à 3 nanos et avec une déclinaison Pro pour les terminaux 16 Pro et 16 Pro Max. Ce sera vraiment une puce qui sera très certainement taillée pour l'intelligence artificielle. Ouais, Christophe, Fred Crassa, notre spécialiste des processeurs, l'IA dans cette émission, nous expliquait que le M4 était en 3 nanomètres, l'iPhone 15 était déjà en 3 nanomètres, mais c'est un 3 nanomètres amélioré, c'est ça? Oui, le vrai 3 nanomètres, en fait, c'est ça? Oui, disons qu'en fait, avant, c'était la version
1.0 et qu'aujourd'hui on en est à la version 1.5 bien finalisée, bien mature, d'effectivement de la gravure aussi fine en tous les cas. Il fallait absolument que Apple puisse communiquer par rapport au fait qu'ils avaient gagné la gravure 3 nano, mais ils l'ont fait très tôt dans le processus où c'était pas tout à fait le cas. Et donc si on a autant parlé du M4, si le M4 est arrivé en avance, on en parlait aussi avec Fred Christophe, c'est que ça permettrait à Apple de lisser sa production en 3 nanomètres version 2, 2.0, pour être prêt justement à la rentrée pour produire des millions, des dizaines de millions d'exemplaires, comme chaque trimestre pour l'iPhone de nouvelle génération. Tout à fait. Et puis surtout, n'oublions pas qu'aujourd'hui, Apple Intelligence ne peut tourner que sur les 15 Pro et 15 Pro Max. Et donc, il faut vraiment partir vers de l'ouverture du parc et donc effectivement avoir un iPhone 16 qui pourra offrir toute cette fonctionnalité d'Apple Intelligence au plus grand public. Alors après la puce, la mémoire, sans surprise, Stéphane, il y aura plus de mémoire tout azimut chez les nouveaux iPhones pour des raisons qu'on imagine très bien. Pour qu'on puisse faire tourner l'IA, ça c'est sûr. Côté mémoire vide, donc on aura dans les modèles standards auront droit à 2 Go supplémentaires par rapport aux iPhone 15 et 15 Plus. Donc on va avoir 8 Go de RAM comme sur les 15 Pro. Donc le minimum pour faire tourner en tout cas l'Apple Intelligence. Il y a le site ou le compte Leaks Apple Pro qui estime qu'Apple pourrait passer son stockage de base à 256 Go. Là également, quand on est en local sur de l'IA, il faut de l'espace. Donc là c'est 250. Tout au moins pour le 16 Pro, ça sera, on l'espère, à un prix à changer. Donc également, ce sera également la capacité minimale pour le Pro Max. Et Christophe, du côté batterie, il y a eu énormément de rumeurs ces derniers mois sur des évolutions côté batterie. Qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer, même si on s'imagine bien que l'autonomie ne va pas doubler, Non, elle ne va pas doubler, mais par contre, elle va progresser et peut-être qu'elle va même stagner en fonction de ce qu'on va utiliser comme processeur et comme intelligence artificielle aussi sur les différents terminaux. N'oublions pas, c'est peut-être juste pour supporter justement cette mise à jour en termes de puissance des différents processeurs. Mais en tous les cas, la technologie des batteries continue à évoluer au fur et à mesure des années et on ne cesse de le dire et c'est vraiment très important, avec une plus grande densité énergétique. Donc tout simplement, dans la même taille de batterie, on va pouvoir disposer de plus de densité énergétique et donc de quelque part en fait de pouvoir faire durer plus longtemps nos smartphones quand on les utilise au jour le jour. Donc on parle vraiment d'une progression qui n'est pas nette, mais qui permet quand même d'aller plus loin dans l'usage. Donc ça c'est oui. Et la capacité donc pourrait aller crescendo, donc comme on peut le voir sur cette photo. Exactement. On s'attend quoi à 5% de progression en capacité. J'ai lu le chiffre, regardez sur cette image, de 4676 mAh. C'est ça. Et on pourrait dépasser pour la première fois, mais c'est théorique et on sait que Didier, lui, ne dépasse pas, est loin d'arriver à ce chiffre, le seuil théorique des 30 heures d'utilisation pour la première fois sur un iPhone. On sait que le Pro Max, lui, est limité à aujourd'hui, selon Apple, à 29 heures. Stéphane, il y aurait aussi un élément important, et on en revient encore à la législation, c'est la possibilité de remplacer plus facilement la batterie. Ça a son importance. Oui, parce qu'en fait, ça c'est des réglementations européennes aussi pour l'environnement. Donc selon The Information, Apple développerait une nouvelle méthode baptisée découplage induit électriquement. Qu'est-ce que c'est un petit choc électrique qui permettrait de libérer la batterie de son logement. Donc fini la colle et les bandes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, grâce à ça, c'est encore le régulateur européen, donc à partir de là, qui obligera les fabricants de smartphones à permettre le remplacement facile des batteries. On va peut-être être même à le faire nous-mêmes. Ils prennent les devants pour une fois. C'est très bien, parce qu'ils savent que c'est bien aussi pour l'environnement et ça, c'est bien d'être green. Oui, c'est clair. Surtout que c'est dans l'ADN d'Apple. Souvenez-vous de la keynote de l'année dernière. On a parlé que de ça. Dès comment ils communiquent grave à nouveau sur leur robot qui dépece les iPhones pour les recycler. Ils vont sortir un robot tout court. On parle beaucoup aussi de l'arrivée d'un robot avec de l'IA chez Apple. On va voir. Une fonction qu'on attend beaucoup, Christophe et toi comme moi d'ailleurs, c'est l'arrivée du Wi-Fi 7. Est-ce qu'il va enfin arriver? On pensait qu'il arriverait dans les iPads. Est-ce que ça va arriver dans les iPhones? Alors, a priori, ça devrait arriver dans les iPhones, donc un Wi-Fi 7 qui fonctionne sur 3 bandes de fréquence, pour rappel, 2,4, 5 et 6 GHz. Il reprend donc les principales nouveautés apportées avec le Wi-Fi 6E, avec la prise en charge du 6 GHz, ce qui permet de désencombrer des plages surexploitées. Et surtout, les petits gars, au lieu de fonctionner en Wi-Fi 6 en 9,6 gigabits par seconde, on fonctionnerait, devinez,
en 46 gigabits par seconde. Ouais, Et ça va être vraiment sympa. Ça va changer, effectivement. On va voir. On a hâte de voir ça, surtout sur nos Mac, mais ce n'est pas pour tout de suite. On s'attend aussi à une amélioration du modem 5G, on va voir. Et puis, accessoirement, ça devrait consommer un petit peu moins. Voilà, donc c'est pas mal. Mais apparemment, le Wi-Fi 7 n'arriverait que sur les versions Pro, hein, d'après ce que disent les derniers leakers. On va voir si ça arrivera également sur les 16 tout court. On aura la réponse en septembre prochain. Quelle fonction surprise pourrait encore nous dévoiler Tim Cook en septembre prochain? On sait qu'il a besoin de créer justement la surprise. Faute d'IA, on fait le point. Allez, dernier chapitre de cette émission, presque. Quelle surprise peut-on attendre pour faire diversion, surtout sur l'IA, comme l'IA ne va pas arriver en Europe, hein, du côté d'Apple? On sait, on le disait en préambule avec Stéphane, Christophe, que la tendance du côté d'Android, ce sont les écrans pliables. Je ne sais pas si tu as vu Christophe ou Stéphane, vous avez vu le dernier modèle de chez Motorola, le nouveau Razr. Il est vraiment Razr, ah bah oui, c'est pour les nostalgiques. Impressionnant. En tout cas, le rose là. Il est magnifique. Stéphanie le veut sûrement. Non, Stéphanie préfère les téléphones avec une pomme dessus, pourvu que ça dure. Stéphanie, c'est mon épouse, bien sûr, je l'embrasse. Bref, tu nous disais l'année dernière, je me souviens, Christophe, que tu verrais pas d'un mauvais œil l'arrivée d'un écran pliable, à condition que ça respecte le niveau de finition et d'exigence d'Apple. On sait qu'on voyait les pliures là sur le modèle de Motorola, la pliure elle est à peine visible. Hein. Oui, effectivement, c'est là où la technologie progresse et donc pourquoi pas un jour en fait voir Apple sur ce genre de technologie tant qu'on ne voit pas effectivement ce pli marqué comme on le voit aujourd'hui sur la plupart des téléphones qui sont pliables. Et effectivement, là, pourquoi pas voir Apple y aller parce que globalement, les smartphones et leurs écrans prennent en taille, deviennent plus grands. Et donc, il y a deux problématiques là-dessus. En fait, la première problématique, c'est effectivement le fait de ne pas pouvoir l'utiliser à une seule main. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé aujourd'hui d'utiliser un smartphone Apple actuel avec une seule main. C'est très, très difficile, alors que notre ami Steve Jobs voulait vraiment pouvoir aller chercher. Je sais que la taille, c'est pas important d'en parler avant cette émission. Ça va. Mais j'ai du mal. Hein. Il me faut deux mains. C'est pas possible. Ça. Donc voilà. Et ça, ça, en fait, le fait d'avoir un écran pliable n'est pas une solution. Par contre, le fait d'avoir un écran pliable est une solution en fait de l'avoir dans sa poche de façon confortable. Et donc, en ça, pourquoi pas avoir un usage d'écran pliable de nouvelle génération chez Apple. Je crois que si Apple fait du pliable, ça surprendra tout le monde et ils prendront tout le monde, les gens. Moi, je vois plutôt l'iPad mini en pliable. Ou l'iPad tout court. Hein. Ou l'iPad tout court, il sera un peu grand, mais l'iPad mini. Il serait 2 fois plus petit. Non, mais tu sais, non, mais sérieux, quand tu as le Galaxy Fold dans la main. Ah, tu vois. Le gars, c'est un iPad mini que tu as en main. Mais oui, justement. Et en fait, je vous le dis, c'est un bonheur vraiment de travailler au quotidien et d'avoir cette facilité. Et c'est vraiment un confort de dingue. Alors, est-ce que cette pliure, de génération en génération... on oublie. D'abord, est-ce qu'elle disparaît ? On la voit pas, c'est marginal. Ils ont fait vraiment des efforts de géant et je pense depuis déjà 2 versions déjà, on arrive à une technologie qui est complètement, pour moi, stable et qui peut maintenant se généraliser, quoi. Tu disais, je te voyais faire des signes, Christophe. Dis si j'ai fumé. Non, rien du tout. Effectivement, on ne voit pas du tout. Tu es belge ou tu es en plein milieu, on ne voit pas du tout. Tu es belge ou tu es suisse? On ne sait pas trop. Le problème, c'est qu'on s'attendait, c'était une rumeur récurrente encore une fois de nos leakers, c'est qui s'est confirmé qu'Apple aurait fait le choix de développer son propre technologie d'écran. On sait qu'ils sont dépendants de Samsung notamment, qu'ils sont dépendants de LG ou encore de constructeurs chinois, de Sony. Et on sait que Apple travaillait sur sa propre technologie d'écran, quitte à être en retard autant sauter une génération et passer à ces fameux écrans micro-LED qui seraient encore mieux que les écrans OLED. Et puis on a appris cet hiver, Christophe, que Apple a abandonné ce projet puisque c'est un projet d'écran qui devait plutôt être destiné à l'origine sur les Apple Watch, mais on aurait pu le voir arriver à terme sur les téléphones d'Apple, voire les iPhones. On a vu que les Mac, on a vu que les Mac et les iPads, enfin, en tout cas les iPads seront équipés également en OLED. Il n'y a pas de signe avant-coureur qu'Apple aille à produire ses propres dalles, ou en tout cas conçoive ses propres dalles. Ça aurait énormément de sens, par contre, dans l'écosystème de Apple, là où ils font leur propre processeur, là où ils font leur propre operating system, là où ils font... Enfin, voilà, on peut continuer comme ça ad vitam aeternam. Ça vaudrait la peine qu'ils puissent disposer de leurs propres écrans, ce qui leur permettrait aussi de générer de l'innovation sur les écrans
et avec des brevets qui sont propres à Apple. Donc pourquoi pas un jour avoir une solution pure Apple. Mais effectivement, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils aient leurs propres usines, mais encore une fois, comme pour l'Apple Silicon, qu'ils aient Tout à fait. leur propre techno qui permettrait d'avoir un coup d'avance. Aujourd'hui, ils sont dépendants de constructeurs tiers. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'écran pliable, ou s'il n'y a pas eu précédemment d'écran pliable chez Apple, c'est qu'industriellement parlant, Apple n'avait pas la possibilité d'avoir un fournisseur qui était capable de lui fournir Ça 20 généralise là quand ou même. 30 millions. Mais là maintenant, aujourd'hui, mais il y a 2 ou 3 ans en arrière, ce n'était pas possible. Et je pense que pour le coup, ils ont bien fait d'attendre. Et je pense que Pourquoi la technologie, elle était quand même un petit peu risquée. On était quand même sur quelque chose. Ah, quand même. Non, mais j'ai jamais dit le contraire. J'ai dit seulement, ça fait 2 ans, je pense, 2 bonnes années, voire peut-être 3. Allez, ça va faire le 6e, je crois. Je pense que ça va être ça. Je pense qu'on a la technologie de l'écran pliable est éprouvée. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de tests qui ont été faits, 200 000 ou 300 000 pliages, c'est ce qui représente plusieurs années, 5 années, je crois, de mémoire. Bon, 15 jours pour mon époux. Ouais. 15 jours, Yank. Non, c'est une vraie sphère. Souvenez-vous, l'an passé, ce sera le mot de la fin, une semaine, pas plus avant la sortie des iPhone 15 et 15 Pro. Les leakers sont tous débarqués et nous, on a même fait une émission annonçant l'arrivée d'un modèle Ultra qui serait reporté finalement cette année, un modèle Ultra un peu plus gros, un peu plus tout-terrain. Depuis, c'est le Blackout Radio. Est-ce que vous croyez à l'arrivée d'un modèle un peu ultra comme l'Apple Watch que je ne porte pas aujourd'hui parce que j'ai oublié de la charger? Ça m'arrive. Surtout qu'on sent bien qu'on en revient à l'idée de départ. Tim Cook est quand même gêné de ne pas pouvoir créer l'événement en Europe, sans égard. Ça va être compliqué de vendre des iPhones. Hein. Quand on voit ce que permet de faire... Cette année, c'est les 10 ans de la Watch. De la Watch, mais... je pense que ce sera elle, la star du... Ouais, mais la Watch, c'est pas ça qui tire les ventes d'Apple. Je sais, mais s'il y a un truc à annoncer qui va, c'est qu'en gros, qu'il y aurait peut-être... Ouais, mais il faut quand même un argument de vente. Hein. Je sais pas. Je pense que là, il y a 4 téléphones qui sortent. Ce sera bien. Tu crois pas qu'il y aura de surprise à la rentrée, mon cher Christophe? En tout cas, ce serait une possibilité pour pousser encore peut-être un mode stéréoscopique avancé, tu vois, et en faire une vraie machine pour pour certains photographes, pour créer du contenu vidéo, pourquoi pas pour le Vision Pro, etc. Donc un iPhone complètement baroudeur qui puisse être lié avec effectivement l'Apple Watch Ultra et qu'il forme un espèce de couple pour vraiment les personnes qui sont en mobilité constante, etc. hyper résistant. Donc pourquoi pas en fait, oui, ça pourrait être le cas. Et effectivement, il y a une année, on y pensait vraiment, quoi. En tout cas, c'est un souhait plébiscité par Didier Policani depuis des années. On va voir si Tim Cook va le suivre à la rentrée. Allez, on passe à vos coups de cœur. Des coups de cœur, on commence avec Christophe. Olivier, si je te dis... Olivier, quel est ton film d'horreur préféré? Je n'aime pas les films d'horreur, moi je suis trop sensible pour ça. Je fais des cauchemars. Alors les gars, dans les années 90, 90, pour nos amis belges et français, il y a eu un film qui s'est appelé Scream et qui a commencé toute une série. Et c'est une série de films. Ça, je m'en souviens. Avec Neve Campbell, effectivement. Ça, je m'en souviens. Et voilà, il y a une production de 2023 qui est Scream 5, qui est née, et avec entre autres Jenna Ortega, qui a joué, vous savez, dans le rôle de la série, Mercredi, dans le rôle de la série Mercredi, et Courtney Cox aussi, qui est l'une des actrices d'origine de Scream. Et franchement... Pour ceux qui n'ont pas encore vu Scream 5, c'est vraiment très sympa. Ça reprend tous les codes du film, du slasher des années 90. Donc pourquoi pas y aller. Alors, c'était un peu un second degré. Ça ne se prenait pas très au sérieux pour un film d'horreur. C'est toujours dans la même trame, dans la même lignée? C'est exactement la même chose, avec toutes ces thématiques autour du cinéma d'horreur. Et ils en parlent à l'intérieur du film, qui lui-même est un film d'horreur. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Merci Christophe. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Mon coup de cœur que j'avais mis dans le déroulé et qui s'est effacé, je ne sais pas pourquoi. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave, c'est un livre. L'intelligence artificielle, voilà. En régie, on en avait marre et on enlève le coup de cœur de Stéphane.
Bah non, mais en plus, non, c'est un coup de cœur, c'est encore un livre, ça s'appelle Le barman du Ritz, de Philippe Collin. Alors, j'avais déjà donné des... C'est moi qui l'ai enlevé, parce que je croyais que c'était le coup de cœur la semaine dernière. Mais non, c'est un... C'est moi, excuse-moi. Ah, bon, d'accord. C'est un copier-coller malheureux. D'accord, bon, d'accord, ça va. Non, donc en gros, non, c'est un livre qui est sorti aux éditions Albin Michel il n'y a pas très longtemps. En fait, Philippe Collin, j'avais déjà fait un coup de cœur avec lui, parce qu'il avait fait l'excellent podcast, parce qu'il travaille sur France Inter, sur Néon Bloom. Il en a fait plein d'autres depuis. Tu vas dans Mathilde Panot, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Tant que ça monte au cerveau, ouais. Ouais. Non, pas de politique. Ouais. Et voilà. Pas de polémique, surtout. Et de polémique aussi, non. Aussi. Ouais. Et donc, et l'histoire donc de ce barman du Ritz, pardon, qui a vraiment existé, c'est Frank Myers. Et en fait, c'était le plus grand barman au monde, donc dans ce bel hôtel que nous connaissons tous, où il y a un fameux bar qui s'appelle le Hemingway, qui est vraiment un truc qui n'a pas beaucoup bougé. Vraiment, je vous encourage à y aller une fois au moins. Ernest avait l'habitude de s'y rendre. Exactement. Et franchement, il a gardé un peu ces aspects, tout un peu du siècle dernier et du siècle dernier. Et ça raconte. Et en fait, qu'est-ce qu'on va dans un bar? Souvent, il y a des discussions un peu secrètes. Et il se retrouvait un peu à écouter des discussions un peu secrètes au temps de la guerre. Et d'un seul coup, un simple barman se retrouvait au centre des petits secrets de la diplomatie, et il a pu en profiter et en faire profiter. Et c'était et c'est très intéressant, et j'ai hâte de le voir sur une plateforme de streaming adaptée. Aucune connexion, mais ça me fait penser à ce que nous déclarait la semaine dernière dans l'émission. Allez la voir encore, cette émission avec Bertrand Serlet, qui racontait comment lui, qui était peut-être numéro 2, numéro 3 d'Apple, ne supportait pas de travailler dans un bureau, et tous ces développements, il les a fait dans des cafés, des Starbucks, des choses comme ça. Et donc, les secrets d'Apple étaient en plein milieu de lieux publics. Et vous verrez dans l'émission, il raconte comment un jour, il rentre à la maison et il se raconte qu'il a perdu son prototype d'iPhone, tout un programme. Allez voir cette émission. Le lien est dans la description de la vidéo. De mon côté, mon coup de cœur, c'était un produit qu'on attendait longtemps. Moi qui suis un grand fan de Sonos, bien qu'ils aient beaucoup de choses à pardonner, parce que la mise à jour de leur application était assez catastrophique. Ça faisait des années qu'on attendait l'arrivée de Sonos sur le marché du casque. Il est enfin arrivé. Voici le Ace, un casque à réduction de bruit qui se positionne, même s'il est légèrement moins cher, face aux AirPods Max. Il faut compter autour des 499 €. Comme le modèle d'Apple, il est Dolby Atmos. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il est vraiment très efficace en matière de réduction de bruit. Alors, il n'est pas en méthane, en alu, comme le modèle d'Apple, mais à la limite, moi, je préfère. Parce que ça reste du plastique, mais c'est vraiment de la belle ouvrage, comme d'habitude chez Sonos. Du coup, il est un peu plus léger, même s'il reste assez lourd par rapport à la catégorie. Comme c'est du haut de gamme, bien sûr, comme le modèle d'Apple, il est facile de changer les coussinets et j'en passe. J'étais un peu frustré, mais on sent que le produit est encore en genèse. Et comme souvent, c'est ça qui est bien chez Sonos, c'est que c'est un investissement sur la durée. Hein. Les mises à jour sont permanentes. Donc l'app est encore limitée, qu'elle ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, puisqu'elle est liée à l'app d'origine Sonos qui sert à gérer votre écosystème d'enceinte. Mais j'ai bien aimé, mais on sent que le produit n'est pas encore totalement mature d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Juste pour poser au pied du sapin, ce sera certainement l'un des meilleurs casques, si ce n'est le meilleur casque du marché. Le Sonos Ace, 499 €, on en parlera dans 15 jours, dans l'émission consacrée aux accessoires geeks pour partir en vacances. Il y aura une place de choix. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Christophe, on sait que tu avais beaucoup de travail ce soir. Merci d'avoir retardé tes rendez-vous. Merci. Attends, c'est France-Belgique en plus. C'est France-Belgique ce soir, mais nous sommes diffusés vendredi. Donc, voilà, on a gagné. Je ne sais pas, mais je ne la sens pas, cette histoire. Merci Stéphane et Ali, et que le meilleur gagne. Et merci encore de votre côté pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu, vous le savez, en temps réel, de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton, également en cliquant sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler des meilleures apps pour iPhone et pour Mac. Tout un programme. À la semaine prochaine. Au revoir.